Bonjour, vous êtes chez Yam Paris 15, je suis Mathieu, le dirigeant de la concession et aujourd'hui, on va vous faire la prise en main du X-Max 125 ou 300. Avant de venir chercher votre véhicule, je vous rappelle que vous allez devoir nous envoyer votre attestation d'assurance, surtout bien anticiper ce point-là. Et je vous rappelle qu'on peut aussi vous assurer chez Yamaha Assurance. On va commencer donc avec la pochette de livraison qui va vous être remise et pour laquelle je vais vous faire la présentation. Donc, dans cette pochette, c'est une pochette qui est offerte, hein, je précise. Vous avez un manuel et je vais vous faire le résumé dans cette vidéo. Alors, vous trouverez également donc un carnet de garantie ainsi que une pochette de carte grise dans laquelle vous mettrez donc le document que vous recevrez par recommandé. Donc la carte grise, on s'occupe de tout. Vous recevez chez vous un recommandé en général une semaine après. Et nous, en attendant, on vous donne un papier qui vous donne la possibilité de rouler pendant un mois. Le papier, donc, il y a dessus donc, un numéro d'immatriculation qui est définitif. Tous les numéros sont définitifs, c'est uniquement le papier qui est provisoire. Le X-Max 125 ou 300 est équipé d'une clé électronique. Ça veut dire que vous n'avez plus de clé mécanique à mettre dans le véhicule. C'est toujours une clé que vous gardez sur vous. Donc le fonctionnement, c'est le suivant. Cette clé, elle est tout le temps allumée par défaut. À partir du moment où vous utilisez le véhicule, elle restera toujours allumée. Simplement, si jamais vous n'utilisez pas la clé, le véhicule pendant une semaine, la clé se désactive toute seule. Elle s'éteint en fait. Et c'est quelque chose qui peut également arriver lorsque vous mettez la clé dans votre poche. Malencontreusement, vous pouvez appuyer sur le bouton qui permet de l'allumer et de l'éteindre. Et en fait, vous vous retrouvez avec une clé éteinte. Alors, le symptôme d'une clé éteinte, c'est que quand vous allez vouloir mettre le contact, il ne va rien se passer. C'est comme si vous n'avez pas la clé. Sur ce bouton, vous pouvez, en appuyant pendant 3 secondes, l'allumer ou l'éteindre. Donc là, par exemple, je l'éteins. Ça fait un bip long. Et quand je la rallume, toujours un appui de 3 secondes, clignotement rapide. Donc vous devez toujours vérifier que le clignotement est rapide pour que la clé soit allumée. Vous avez un code qui vous permettra de démarrer en cas de perte de la clé. Ou, alors perte, ça peut être également une pile faible qui vous empêche de démarrer parce que vous n'avez pas respecté le délai de 2 ans. Hein, donc il faut changer la pile tous les 2 ans. Sachant que quand la pile va commencer à être faible, elle va commencer à vous l'indiquer avant que ça tombe en panne. Donc si vous poussez le truc jusqu'au bout, vous allez vous retrouver à un moment donné avec le risque de ne pas pouvoir démarrer. Et là, dans ce cas-là, vous serez obligé d'utiliser le code de secours. Donc on va y venir juste après. Donc je rappelle, soit vous avez cette clé dans la poche, ou du moins à 1 mètre autour de l'espace que je vous montre ici. À partir de ce moment-là, le véhicule va reconnaître la clé et va pouvoir fonctionner. Soit vous composez un code qui va vous permettre de vous dépanner temporairement. Ce code, il permet également de commander des duplicata de clés ou des clés supplémentaires. Je précise qu'un appui bref sur la télécommande permet de géolocaliser le véhicule avec les clignotants. Donc quand j'appuie, vous voyez qu'en fait, il y a un bip plus les clignotements des clignotants qui me permet de repérer où est mon véhicule lorsqu'il y a, par exemple, plusieurs X-Max en stationnement, que vous avez un doute sur le modèle. Pour vous diriger directement, vous appuyez. Donc le véhicule vous est fourni également avec 2 clés mécaniques ainsi qu'un numéro qui permet de demander un duplicata. Alors cette clé mécanique n'a qu'une seule utilisation possible, c'est en cas de batterie faible, pouvoir ouvrir le coffre malgré tout. Parce qu'en fait là, vous verrez qu'on peut ouvrir le coffre grâce au commutateur qui se trouve ici. Mais il y a un système de secours. Donc là, on vient sous le coffre, on enlève le petit capuchon qui se trouve ici et on vient mettre la clé pour ouvrir le coffre. On va donc maintenant se concentrer sur le commutateur électronique. Donc à partir du moment où cette clé, je rappelle, est à peu près 1 mètre autour, on va pouvoir, en appuyant sur ce bouton, en fait déverrouiller le commutateur pendant quelques instants
Et vous pouvez savoir quand le commutateur est déverrouillé lorsque la clé est allumée. Donc là, j'appuie et vous voyez, vous comptez à peu près 5 secondes pendant lequel je vais pouvoir agir sur le commutateur. Il est déverrouillé. Donc je fais la démonstration. Admettons, je veux mettre le contact. J'appuie et je tourne pour me mettre sur la position on. OK. Il existe une position intermédiaire qui s'appelle open et qui permet en fait de déverrouiller les deux boutons qui se trouvent en dessous pour le coffre et pour la boîte à gants. Je précise que si jamais vous laissez le commutateur sur la position open et que vous vous en allez parce que vous avez oublié de mettre le contacteur sur off, par exemple, le véhicule va émettre un bruit. Donc là, c'est ce que je vais vous faire comme démonstration. Je vais juste m'éloigner un petit peu. Et là, vous entendez le véhicule qui bip, qui vous rappelle en fait que le système n'est pas déverrouillé. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous conseiller impérativement de ne jamais utiliser le bouton de coupure ici. Parce que si jamais vous coupez le moteur ici et que vous vous éloignez, malheureusement, le véhicule ne vous préviendra pas. Et c'est très important de ne pas laisser le contact allumé parce que sinon, le risque, c'est que n'importe qui vienne dans la rue et puisse démarrer le véhicule et partir avec. Pour ouvrir la trappe à essence, je déverrouille et je tourne le bouton sans le pousser à l'envers. Le carburant, donc, c'est du 95 ou du 98 ou du 95 E10. Celui qui est préconisé, c'est plutôt le E10 pour des histoires de coût. Et quand vous refermez le bouchon, vous veillez bien à ce que les flèches qui sont dessus soient alignées avec les roues. Donc je vous montre. Et surtout, ne jamais forcer. Voilà. Un petit tips intéressant également, c'est quand vous mettez le plein, de surtout, quand le pistolet claque, vous sortez le pistolet et vous continuez à remplir en général quasiment 2 litres. 1,5 litre. Et ça va vous permettre d'augmenter l'autonomie. Surtout, on ne force pas. D'une manière générale, ce commutateur fonctionne très bien. En revanche, on a eu quelques clients qui ont forcé dessus et qui ont mis le commutateur en panne. Donc, juste, on ne force jamais sur un commutateur. Je vais vous montrer la position Neumann que je déconseille formellement pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle n'apporte aucune sécurité et quand vous la mettez, vous pensez en avoir mis une. Et la deuxième raison, c'est que quand les voleurs volent ce genre de véhicule, ils le cassent. Et le fait de le détruire, c'est 3 secondes à casser, hein. C'est vraiment un coup de pied sur la direction et le système est hors service. Et la réparation, elle peut coûter 1 500 € à 2 000 €. Donc vraiment, très formellement déconseillé. Maintenant, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on appuie sur le commutateur, on met le guidon sur la gauche et on va pouvoir tourner en fait. Donc, on va laisser le commutateur appuyé jusqu'à le mettre sur la position cadenas. Vous pouvez vérifier que le Neumann est bien mis si le guidon est bloqué de cette manière. Si vous ne mettez pas le Neumann, vous allez me dire, mais il faut quand même mettre une sécurité. Moi, je vous conseille évidemment de sécuriser votre véhicule. Donc la seule bonne solution, c'est de s'attacher à un point fixe. La réalité, en tout cas à Paris, c'est que c'est difficile parce que soit on se gare sur une place de voiture et du coup, il n'y a pas d'anneau d'attache. Alors dans ce cas-là, moi, ma seule recommandation, c'est de mettre un antivol avec une chaîne dans la roue, de sorte que quelqu'un d'autre puisse s'attacher également dedans, en fait. Comme ça, chacun est libre. OK, j'avais fait une vidéo d'ailleurs qu'on va mettre en lien dessus pour expliquer ce concept qui sera sûrement pas trop suivi, mais bon, qui était une idée comme ça. Sinon, bien sûr, bon, si vous avez un poteau, vous accrochez bien au point fixe avec donc une chaîne et un U. D'ailleurs, on peut montrer. Donc, c'est chaîne lasso. Donc, ça, c'est ce qu'on va recommander de mettre autour du poteau. Vous serrez le poteau et puis, voilà,
le poteau, votre U dans votre roue. Voilà. Et ça permet d'avoir une longueur utile sympa, un antivol pas trop lourd et une excellente résistance, puisque là, c'est 1 minute 50 avec la disqueuse et 2 minutes 10 pour le U. La solution que je vais vous recommander de toute façon, que vous puissiez vous accrocher à un point fixe ou pas, ça va être d'ajouter un système espion. Donc c'est un système qui vous permettra d'être alerté via un appel téléphonique lorsque votre véhicule va bouger en votre absence. Votre véhicule bouge, ça vous appelle et ça se met à géolocaliser votre véhicule sur une application. Donc à distance, vous pouvez savoir ce qui se passe. Sachant que vous pouvez prendre l'option complémentaire qui va permettre d'avoir un service de détective qui va aller récupérer votre véhicule avec les forces de l'ordre. Bon, ça, je vous laisserai regarder sur le site tracker-espion.com. On va revenir sur notre X-Max. Je vais vous montrer ce qu'il y a sous le coffre. Et d'abord, je vous rappelle comment on ouvre le coffre. Je remonte. On déverrouille. On se met sur la position Open. Et on appuie sur Site. Dans le coffre, il y a une étiquette qui vous indique la pression des pneus. Donc 200, c'est 2 bars. Et 225, c'est 2 bars 3. Et il y a un sens à respecter pour positionner les casques. Il est indiqué donc casque avant, visière vers l'avant, casque arrière, visière vers l'arrière. Si vous suivez le schéma, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour mettre l'antivol et éviter d'aller endommager le fond de coffre, vous mettez toujours l'antivol à l'avant et pas à l'arrière. Sinon, sur un freinage, vous avez l'antivol qui va venir détruire le coffre. La lumière de coffre est tout le temps allumée à partir du moment où le commutateur est sur la position Open. Cela signifie que tant que vous n'aurez pas remis le contacteur sur Off, en réalité, il y a une petite consommation. Dans des cas très rares, on a vu des clients vider leur batterie comme ça. Normalement, si vous êtes vigilant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au moment où vous allez vous éloigner, comme vous êtes sur la position Open, le scooter va biper et vous devriez normalement venir corriger et venir couper le contact. À présent, je vais vous montrer le tableau de bord du X-Max. Et donc, ce n'est pas la version TechMax, c'est la version X-Max. Pour allumer le compteur, toujours pareil, j'appuie sur le commutateur, je me mets sur la position On et l'affichage arrive. Alors, on va commencer avec tous les voyants. Donc, le voyant ABS indique au départ que l'ABS n'est pas encore synchronisé. Il faut faire une dizaine de mètres avant que l'ABS se synchronise et donc s'éteigne. Et si toutefois le voyant restait allumé lorsqu'on roule, cela indiquerait une anomalie sur l'ABS. Le moteur orange. Le moteur orange indique une anomalie sur un capteur électronique. Donc c'est trompeur puisqu'on a un moteur et en fait la plupart du temps, ce n'est pas une anomalie sur le moteur. C'est uniquement un système électronique qui est défaillant. La plupart du temps, le véhicule va continuer à rouler et il n'y a pas de stress, il faut juste s'en occuper, mais vous pouvez continuer à rouler. C'est juste une indication comme quoi il y a un défaut. Et en fait, un système électronique, c'est capable de prendre des valeurs par défaut quand le capteur ne fonctionne pas. Donc ça roule avec un mode éventuellement légèrement dégradé, mais ça roule. Le voyant rouge indique ici une surchauffe. Alors de toute façon, si vous nous avez oublié ce que je vous ai expliqué d'ici là, rappelez-vous toujours une chose. Voyant rouge, alerte. Voyant orange, information. Rouge pour surchauffe. Quand le moteur surchauffe, vous le coupez dès que possible. Si votre vie est en jeu, bon, sur l'autoroute, vous sortez dès que possible, mais surtout, vous coupez le moteur dès que possible. De toute façon, à partir du moment où vous continuez à rouler avec le voyant, on est à peu près certain qu'on va devoir ouvrir le moteur derrière, alors que peut-être qu'on aurait pu éviter. Donc, très important, on arrête tout quand le voyant rouge est allumé. Le voyant de TCS indique donc que le système anti-patinage, Traction Control System, par exemple, c'est activé. Donc quand vous êtes sur l'angle et que vous mettez du gaz, que c'est un peu glissant, il se pourrait que pendant votre accélération, vous voyez TCS qui clignote. Ça, c'est parce que l'anti-patinage est actif. Si toutefois le voyant restait allumé fixe, cela voudrait dire deux choses. Soit que vous avez désactivé l'anti-patinage, et on va vous montrer comment, soit que vous avez une anomalie sur le système d'anti-patinage. Donc en ce qui concerne le compteur, vous avez à gauche le niveau de carburant.
Quand vous arrivez sur le dernier petit triangle, il va se mettre à clignoter et vous aurez un trip fuel qui vous indiquera ici combien de kilomètres vous avez parcouru sur cette réserve. La réserve permet de faire 20 à 30 km environ. Vous avez le régime moteur qui se trouve en haut et le niveau de température du moteur. Quand le moteur est froid, vous avez toujours le petit triangle. Et le moteur sera complètement chaud quand vous aurez 1 à 2 crans de plus. Il peut arriver exceptionnellement que ça monte un petit peu au-delà. Dans tous les cas, vous ne devez pas avoir le voyant, enfin toutes les barres qui s'allument, sans quoi vous auriez le voyant rouge qu'on a vu juste avant qui s'allumerait. Pour faire défiler les fonctionnalités du compteur, tout va se passer sur le bouton qui se trouve ici. Donc vous avez l'odo, c'est le total des kilomètres du véhicule. Donc c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais remettre à zéro. Vous avez le trip que vous pouvez remettre à zéro lorsque vous faites votre niveau d'huile. Nous, on vous conseillera de l'utiliser pour le niveau d'huile. Ça vous aidera. Donc on a bien dit, niveau d'huile, tous les 500 km, idéalement, maximum 1000 km. Pour remettre à zéro ce trip, on va appuyer sur le bouton Reset. Puisque donc ici, on fait défiler les fonctionnalités. Ici, on les remet à zéro. Donc je fais un appui long. Et là, on voit que le trip s'est remis à zéro. Vous avez le temps de parcours sur le dernier parcours. On peut le remettre à zéro également avec le bouton du haut. Le trip oil, c'est le nombre de kilomètres que vous avez parcouru depuis la dernière vidange. Je rappelle que oil, sur ce compteur, indique uniquement l'intervalle des révisions. Il n'y a pas de voyant d'huile au compteur. Si vous n'avez pas d'huile, vous cassez le moteur et vous n'aurez pas d'alerte. Si en revanche, vous avez oil qui se met à clignoter ici, ça veut dire que vous avez dépassé l'intervalle des kilomètres de la révision. Le trip V-Belt permet de surveiller le nombre de kilomètres parcourus depuis le dernier remplacement de la courroie. Sur le X-Max 125, l'intervalle, c'est 18 000 km pour le remplacement de cette courroie. Et sur le X-Max 300, 20 000 km. La consommation moyenne, et vous l'avez à chaque fois en kilomètres au litre ou en litres au 100. Alors ça, je ne sais pas, les Japonais, ils aiment bien faire ça. Nous, en France, on connaît toujours les litres au 100. Donc c'est ce qu'on utilise. Et vous avez aussi la consommation instantanée. La vitesse moyenne, la tension de la batterie. Alors là, depuis tout à l'heure, je vous fais la vidéo, donc je vous explique avec le compteur allumé, donc je suis en train de consommer de l'énergie. C'est pour ça que la tension, elle est en train de chuter. Mais en tout état de cause, vous n'avez pas à vous inquiéter tant que ça ne descend pas à moins de 12 volts. En dessous de 12 volts, vous aurez peut-être des difficultés à démarrer. Et la tension habituelle que vous devriez trouver si vous ne faites pas ce que je fais, c'est-à-dire de consommer de l'énergie là pendant de longues minutes, vous devriez avoir un affichage aux alentours des 12 volts 2 jusqu'à 12 volts 6. C'est à peu près ce que vous trouvez quand vous sortez de stationnement, vous regardez, vous aurez à peu près cette tension-là. Plus la tension est basse, lorsque vous reprenez votre véhicule, plus cela signifie que votre batterie est usée. Il y a quand même une autre variable, c'est la température. Il est normal qu'en hiver, la température soit influe sur la tension de la batterie. Et donc, vous allez vous retrouver à avoir une tension toujours plus basse en hiver qu'en été. C'est normal. Pour la fonctionnalité du Traction Control System, donc anti-patinage, c'est par défaut toujours sur On. Et si vous voulez le désactiver, vous appuyez sur le bouton Select jusqu'à ce que, au compteur, vous ayez le voyant allumé et ici indiqué TCS Off. A priori, vous n'aurez jamais besoin de désactiver cet anti-patinage. Je vous montre quand même comment le faire. C'est cas exceptionnel. Par exemple, si vous voulez monter une côte avec des gravillons, il se peut que vous soyez gêné par l'anti-patinage. On en arrive à la phase où on va démarrer le véhicule. Enfin, vous allez me dire. Vous appuyez sur un frein gauche ou droit au choix, avec le bouton de démarreur qui se trouve ici, en ayant bien vérifié que votre béquille latérale soit remontée. Si j'essaye de démarrer, il ne se passe rien. Si je remonte la béquille latérale, là, le véhicule démarre. Je radote.
Vous coupez bien le contact ici, pas ici. Je répète plusieurs fois pour être sûr que ça soit bien enregistré. Parce que là, tout ce que je vous explique, c'est pour vous éviter des problèmes. Quand vous allez démarrer le véhicule, vous allez toujours le laisser chauffer le temps de mettre vos casques, gants. Et ça, c'est vraiment important parce qu'une mécanique, ça a besoin de fonctionner à 80 degrés, entre 80 et 100 degrés en gros. Tant que la mécanique, le moteur, le bloc moteur n'a pas atteint cette température, vous devez impérativement exiger en fait une puissance du moteur modérée. Et en fait, plus le moteur est chaud, plus on va pouvoir lui tirer dedans. Alors évidemment, comme vous n'avez pas ici de jauge qui vous indique le niveau de température du moteur, eh bien, vous allez devoir faire attention et y aller progressivement. Donc la règle, en gros, c'est que vous allez faire chauffer le moteur, comme je vous l'explique, pendant que vous mettez vos casques et gants, et vous allez rouler pendant 2 à 5 minutes pour faire chauffer progressivement. Pourquoi je donne disons un espace aussi important entre 2 et 5 minutes? C'est parce qu'en été, quand vous allez partir de 40 degrés ou en hiver, quand vous allez partir de -5 ou -10, évidemment, le temps pour le moteur pour atteindre ces 80 degrés va être plus long. Et c'est pour ça que 2 minutes, c'est vraiment, je dirais peut-être même 2-3 minutes, hein, en tout cas pour mettre en température, et ça peut aller jusqu'à 5-6 minutes en hiver. Très important donc d'y aller progressivement. Quand le moteur est complètement chaud, là, on peut y aller à fond, il n'y a aucun problème. En revanche, on va toujours garder une réserve de puissance pour préserver le moteur. Il faut savoir qu'un moteur va s'user peut-être 10 fois plus vite pour rouler seulement 10 km/h plus vite. Donc par exemple, sur un 125 typiquement, où on va avoir besoin de la puissance parce qu'il n'y en a pas énormément, rouler à 100 km/h plutôt qu'à 110, ce sera quand même vraiment préférable pour l'usure du moteur. Vous allez avoir une période de rodage. Le rodage, c'est progressif. Vous avez 20 à 30 km pendant lesquels les pneus et les freins n'ont pas l'adhérence et le freinage optimal. Pour ça, vous devez rouler vraiment très doucement. Ensuite, vous allez avoir l'échappement qui va sentir un peu le brûlé. C'est normal, c'est la peinture qui est sur l'échappement qui génère cette odeur pendant la première heure de fonctionnement. Après, vous le sentirez quasiment plus, voire plus du tout. Vous avez également le rodage du moteur. Donc le moteur, on va vous demander en gros de ne surtout pas dépasser la moitié de l'effort, la moitié de la course de la poignée de gaz en fait, pendant les 100 premiers kilomètres. À partir de 100 km, vous allez y aller progressivement. Donc on va demander un effort de plus en plus long et de plus en plus élevé. Donc on me demande souvent, mais quelle vitesse à quelle vitesse on peut rouler en rodage? Je ne suis pas capable de vous répondre sur une vitesse. Ce qui est important, c'est l'effort. L'effort va vous permettre peut-être de rouler à 80-90 pendant les 100 premiers kilomètres dans une pente, puisque vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'efforts. À l'inverse, si vous êtes dans une montée avec du vent, eh bien, peut-être que vous serez à 60 km/h. C'est tout à fait possible. Donc c'est pour ça qu'on va éviter les voies rapides pendant les 100 premiers kilomètres sur les 125. Pour les 300, il n'y a aucun problème, vous pouvez rouler en toutes conditions, puisqu'il y a quand même de la puissance, même si on n'accélère pas à fond. On va considérer que le rodage, il va être terminé entre 700 et 1000 km. En fait, si vous avez été bien progressif et que vous avez commencé à lui demander de l'effort à fond à partir de 200-300 km, mais bref, et puis de manière de plus en plus longtemps en fait l'effort, on va considérer que vers 700 km, votre rodage sera terminé et vous pourrez prendre rendez-vous un petit peu en amont pour que la révision soit faite entre 700 et 1000-1100 km, parce qu'on tolère 10% de dépassement. Donc une révision des 1000, c'est que 100 km, donc faites attention. On vous invite même à prendre rendez-vous pour votre révision des 1000 dès lors que vous prenez possession du véhicule. Parce que la plupart du temps, vous savez à peu près ce que vous faites comme kilomètres tous les jours, et donc vous pouvez en déduire la date à laquelle on peut faire la révision des 1000. En ce qui concerne la maintenance du X-Max 125, donc la révision des 1000, c'est une chose, et ensuite les suivantes, c'est 6000, 12000, 18000 et donc tous les 6000. Donc la deuxième, en fait, il y a 5000 d'écart, hein, si vous avez remarqué, et après tous les 6000. Ça, c'est ce qui est obligatoire vis-à-vis du constructeur. Nous, notre recommandation plus, c'est de faire une vidange tous les 3000.
Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que la quantité d'huile dans le moteur du X-Max 125, là, ce que je vous dis là, c'est essentiel. C'est peut-être le truc que vous devez retenir dans la vidéo, ce sera vraiment celui-ci. La quantité d'huile dans le moteur est très, 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 très faible sur ce moteur de X-Max 125. Si vous ne regardez pas votre niveau d'huile tous les 1000 km, vous aurez de toute façon une consommation. Plus le moteur s'use, plus il consomme, c'est normal. Donc au début, vous allez prendre un peu l'habitude. Puis le temps passant, vous allez regarder de moins en moins. Mais lui, il va consommer de plus en plus. Et c'est là où vous allez casser le moteur si vous ne regardez pas le niveau d'huile. Donc le X-Max 125, révision tous les 6000 obligatoires. Mais nous, on recommande en plus tous les 3000 pour qu'on puisse être certain qu'il y ait au moins un contrôle à 3000, parce qu'on sait que les clients ne vérifient pas forcément. On ne vous dit pas que le fait de faire une révision, enfin une vidange à 3000 sera suffisant, mais ça limite les risques. Le fait de changer l'huile optimise également la durée de vie du moteur. Donc c'est recommandé pour l'entretien intermédiaire à 3000. À chaque fois que la révision sera à faire, vous aurez un voyant qui s'allumera au compteur et qui vous indiquera en général oil. Attention, oil ne veut pas dire qu'il manque de l'huile. Il n'y a pas d'information sur ce compteur qui vous indique s'il y a de l'huile ou pas. Le voyant oil vous indique uniquement il faut remplacer l'huile ou pas. Donc quand le voyant est allumé, votre révision est à faire. Il n'y a pas d'urgence à la seconde, vous pouvez rouler, néanmoins, la révision doit être faite. Et nous, on réinitialise le voyant, ce qui fait que derrière, vous ne l'aurez plus. Enfin, vous l'aurez qu'à la prochaine échéance. Le voyant, lui, il s'allume tous les 6000, pas tous les 3000. Nous, on vous recommande tous les 3000, mais ça, c'est à vous d'être vigilant sur ce point. Vous pouvez également déduire à peu près ce que vous faites comme kilomètre mensuel et estimer à peu près à quel moment vous mettez un rappel dans votre téléphone pour vérifier où vous en êtes du kilométrage afin de faire votre entretien des 3000 km. Pour vérifier le niveau d'huile de votre scooter, vous devez toujours être sur la béquille centrale sur un endroit plat et attendre que le moteur soit coupé depuis au moins 2 ou 3 minutes afin que l'huile qui s'est propagée dans le moteur soit redescendue dans le carter du bas et que le niveau monte et qu'il soit stable. Il est très important de vérifier donc le niveau d'huile tous les 1000 km et pour ça, vraiment, utilisez le trip du compteur. Mettez-vous des rappels dans votre téléphone, ce que vous voulez, mais vraiment faites votre niveau d'huile. Un petit conseil, ça peut être de faire votre niveau d'huile à chaque fois que vous faites votre pression des pneus. Alors du coup, vous allez la faire un peu plus souvent que nécessaire, mais il vaut mieux trop que pas assez. Puisque c'est la raison pour laquelle les clients arrivent à casser les moteurs de scooter ou de moto d'ailleurs, hein, peu importe. C'est toujours parce qu'il y a eu une consommation d'huile et que en fait, le moteur a roulé sans huile. Pour remettre de l'huile, donc vous pouvez mettre de la 10W40. Donc on vous déconseille évidemment d'acheter n'importe quelle marque. Mais tant que c'est une marque connue, on va dire que ça restera toujours valable. Nous, l'huile Yamaha vous est recommandée et proposée dans notre atelier. Donc à la révision des 1000, vous pourrez l'acheter. Elle ne coûte pas plus que ce que vous pourriez l'acheter ailleurs. Et au moins, vous êtes certain que c'est la qualité qui va bien. Pour remettre de l'huile, donc vous devez, sur le X-Max 300, dévisser ce bouchon. Avec un petit entonnoir, donc positionné ici, et puis verser. Ma recommandation, c'est de mettre 100 ml. Vous avez une graduation en fait sur le bidon. Vous mettez 100 ml, vous regardez et vous ajustez. Si vous en mettez un tout petit peu au-dessus du niveau, c'est pas grave. En revanche, si jamais vraiment il y en a trop, il faudra passer pour qu'on puisse aspirer l'excédent. Mais vous pouvez mettre un petit peu trop. On peut dépasser un petit peu au-dessus du hublot. La pression des pneus doit être contrôlée toutes les 2 semaines ou 500 km, ou tous les mois maximum ou 1000 km. Donc idéal de 2 semaines, 500 km. Avec une pression des pneus bien contrôlée, vous optimisez votre consommation de carburant, vous améliorez votre comportement routier. Dans les cas même extrêmes, avec des pneus très dégonflés, vous pouvez éviter l'accident.
Et enfin, vous allez surtout, surtout beaucoup réduire l'usure des pneus. Si de l'eau passe derrière le joint qui se trouve ici, vous allez endommager les roulements qui se trouvent à l'intérieur et donc augmenter le coût de votre maintenance. On arrive à la fin de cette prise en main du X-Max et donc je vais vous donner 2-3 petits conseils pour nous joindre. Donc, si vous avez une urgence, téléphone. Si en revanche, vous avez besoin de prendre rendez-vous, de nous poser une question, formulaire de contact sur notre site internet. On ne peut pas décrocher toute la journée et être dérangé sans arrêt quand on travaille. Donc, s'il vous plaît, respectez ce point. Je vous rappelle que en achetant le véhicule chez nous, vous avez une permanence téléphonique qui vous permet de nous appeler tous les jours de 9h à 21h sur une ligne dédiée qu'on vous envoie par email lorsque, un petit peu avant que vous arriviez à la concession, vous aurez reçu un mail avec ce numéro de téléphone. Vous l'enregistrez bien. C'est un autre numéro qui vous permet de nous appeler 7 jours sur 7, de 9h à 21h, si vous avez une difficulté pour qu'on essaie de vous aider à distance. Dernier point, vous allez recevoir une enquête de satisfaction dans quelques jours et je vous remercie d'avance pour le temps que vous consacrerez à y répondre. Je vous remercie et puis je vous souhaite une excellente route. À bientôt.